Enfin, l'original est de retour pour une nouvelle vidéo. Bon, dans cette vidéo, on va encore parler de l'AEW et d'à quel point je n'aime pas l'AEW là maintenant. Ce qui s'est passé en fait sur le Dynamite de cette semaine, c'est que on a eu le fameux retour de MJF qui s'est introduit dans le Triple Threat opposant Samoa Joe, Adam Page et Swerve Strickland à One End pour le championnat du monde de l'AEW. Parce que MJF, il avait un contrat comme ça qu'il avait gagné à All In, hein. Et du coup, ce contrat, il l'a utilisé pour s'introduire dans un 3 contre 3 pour en faire un Fatal 4-Way. Et déjà, premier booking merdique, c'est à se dire en fait, pourquoi MJF rentre dans un Fatal 4-Way en sachant qu'en entrant dans un Fatal 4-Way, il a encore moins de chances de gagner le championnat AEW. Parce qu'il l'a expliqué en disant que ouais, en fait, je rentre dans ce match parce que je veux me venger de toi, Adam Page. Et la meilleure manière de se venger de toi, c'est en ayant aussi tes ennemis pour se venger de toi. Bref, c'est une explication à la con, en fait. Parce que dans un match avec plusieurs personnes impliquées, en fait, les chances sont très hautes que tu ne sois même pas impliqué dans le finish du match. Donc ça se demandait, en fait, pourquoi MJF utilise son contrat dans un match pareil. En fait, c'est extrêmement stupide. Et aussi, secondo, en fait, MJF, c'est quelqu'un qui avait perdu clean face à Mark Briscoe il y a quelques pay-per-view de cela. Et là, maintenant, il revient en mode oh, rien ne s'est passé, en fait. Je rentre dans le main event comme si de rien n'était, en fait. Genre, pour moi, en fait, c'est l'équivalent de genre, t'as Triple H qui job clean face à genre D'Lo Brown en pay-per-view. Puis après, il disparaît pendant 3 mois. Puis après, il revient d'un coup d'un seul dans un match entre Kane, Undertaker, The Rock pour le championnat du monde. Et puis il se dit, ah, mais je vais rentrer dans ce match, en fait. Et genre, en fait, le Rock l'interromprait et il dirait, gros, t'as perdu contre D'Lo Brown. Qu'est-ce que tu fous dans la course au championnat du monde? Et j'ai la personne qui a questionné MJF, en fait. MJF, il vient dans le ring, comme si de rien n'était, avec le même personnage, avec la même arrogance, avec la même gesture, en mode I'm better than you and you know it. C'est ça que je déteste en fait avec le personnage d'MJF en fait. Y a rien qui évolue avec lui. Il agit de la même manière, peu importe ce qui se passe avec les situations dans lesquelles il est impliqué en fait. Le gars il se fait squash par Wardlow, la semaine d'après il vient et puis il claque une pipe bomb. Hein? Genre quelqu'un aurait dû venir et le dire, gros, personne te prend au sérieux, tu t'es fait squash en 2 secondes par Wardlow en pay-per-view. Et là, en fait, MJF, dans ce segment, en fait, il fait totalement rien de nouveau, en fait. Il fait encore les cheap pop, en mentionnant la WWE, en disant des choses qui cassent le quatrième mur, en disant que, ouais, un soir Strickland, tu me rappelles Didi, ou un truc comme ça, bref. C'est juste MJF qui dit des trucs que d'autres catcheurs ne peuvent pas dire. Par exemple, genre Dante Martin aurait pu venir dans ce segment et dire à MJF que, gros, tu ressembles à Neville de iCarly. Personne ne te prendra jamais au sérieux en tant que visage de la compagnie. Et bref, c'était un segment avec beaucoup d'incohérences, beaucoup d'inconsistances, beaucoup de booking et de choix désastreux, hein, et tout ça, bref. Parce que c'est vraiment prendre des gens pour des abrutis, en fait, un truc pareil, en fait. Genre, c'est le même sujet dont j'avais parlé dans la vidéo d'Austin Theory, en fait. Genre, tu bookes un certain catcheur comme de la merde, puis après, pour cacher tout ça, en fait, tu le représentes en le faisant oublier des écrans pendant, je sais pas, quelques mois, et puis après tu le représentes et on est censé prétendre que là maintenant on en a à foutre de ce catcheur. Pour moi c'est juste une philosophie de booking qui est idiot en fait. Parce que pourquoi ces personnes n'ont pas été bookées bien du départ? Si tu voulais les présenter mieux par après. Et bref, j'imagine que le Fatal 4-Way pour Warhand il est pas prédictable, donc c'est à peu près le seul élément intéressant à dire de ce match. Et que ce sera sans doute aussi un bon match, hein. Et voilà, c'est à peu près le seul point positif que j'ai à dire par rapport à ça. Et aussi, du coup, je voulais aussi parler par rapport au stable à la EW. Bon, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Par exemple, la Don Callis Family, qui est, je pense, là actuellement, la pire stable de l'histoire du catch. Ah oui, non, 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 non. Ce titre, il est déjà attribué à Wyatt Six, hein, donc, pas encore à ce niveau, hein, pas encore à ce niveau de affreusité, mais voilà. Mais du coup, en fait, j'avais remarqué que avec les stables de l'AEW, en fait, les gens qui étaient positionnés en tant que leader, en fait, c'était à chaque fois les mauvaises personnes, en fait. Par exemple, tu mets Adam Cole en tant que leader d'une stable avec putain de Wardlow, alors que Adam Cole, le gars, il arrive même pas à se lever, en fait, le gars, il est sur une chaise roulante, et on est censé prétendre que c'est le leader d'une stable.
Après, bien sûr, t'as The Hobbs avec Samoa Joe qui est le leader, alors qu'il y a un putain de Powerhouse Hobbs dans la même stable. Et maintenant, en plus, t'ajoutes Hook, et Hook, il prend les rênes de la stable. Je vais pas continuer. Et aussi, la dernière stable dont je vais parler, c'est aussi The Domain, avec Ricochet, les deux autres, là, The Gates of Agony. J'avais réalisé, en fait, pendant un segment où ils étaient en train de parler, faire une interview comme ça, j'avais réalisé que, genre, l'autre, pas Towa Lion, Bischoff Cohn, voilà. Bischoff Cohn, il se tenait à côté de Ricochet quand il faisait sa promo et j'étais en mode, en fait, Bischoff Cohn, il a littéralement du leader, en fait. Ricochet à côté de lui, il paraît d'un putain de nerd, en fait. Il ressemble littéralement à un laquais. Genre, il porte les lunettes, puis après la casquette à l'envers, il est censé prétendre que c'est le leader, en fait. Mais bref, je vais pas commencer trop à insulter Ricochet, vu que j'ai quand même avoué qu'il a fait du progrès depuis que l'argent est à AEW, et qu'il essaye vraiment d'avoir une personnalité, et qu'il essaye d'être divertissant d'une autre manière que faire des flip-flops. Donc je respecte ça. Mais un moment, quoi. Ricochet n'est juste pas crédible en tant que leader d'une stable. Ricochet, tu le mets à côté de Bischoff Cohn, et le gars il ressemble à un nerd en fait. Ricochet ressemble à un nerd à côté de lui. Genre Bischoff Cohn il a l'air d'une star. Il a l'air legit d'une star en fait. Ça de se demander pourquoi la l'AEW ne poche pas lui au lieu de Ricochet en fait. Mais bref. La l'AEW a beaucoup de ce problème où ils savent pas en fait ce que fait d'un catcheur une star en fait. Ils pensent que ce qui fait d'un catcheur une star en fait c'est le nombre de prises qu'il fait dans un match de 20 minutes. Ou le nombre d'étoiles que Dave Meltzer a attribué sur le Wrestling Observer. Mais non, c'est pas ce que fait d'un catcheur une star en fait. Ce qui fait d'un catcheur, c'est la manière dont il va attirer les gens à regarder le show. La manière dont il va mettre des culs sur des chaises et faire des bénéfices pour cette compagnie. Mais bref, dans cette vidéo, je vais pas encore parler de la manière désastreuse dont l'AEW font leur business. Mais c'est à peu près montrer aussi que l'AEW, bon, il y a littéralement rien de folichon à dire par rapport à ce qui s'est passé en 2025 dans cette compagnie, quoi. Parce que c'est bien de dire que l'AEW essaye, mais essayer n'est pas assez, en fait. Aucune compagnie devrait avoir la mentalité d'essayer d'être rentable, en fait. La compagnie devrait avoir la mentalité directe d'essayer de faire de cette affaire quelque chose de succès. Mais là, ce qui se passe avec l'AEW, en fait, c'est que pendant ces 6 ans où il a été existante, en fait, c'est juste Tony Khan qui a pris une grosse somme de la fortune de son père, parce que c'est pas lui qui est riche, hein, c'est son père, et il a créé sa lubie de gosse de 9 ans qui regarde le Wrestling Observer de Dave Meltzer pour créer sa compagnie. Et il a pensé que ça ferait une affaire rentable, en fait, de faire du work rate et de jouer avec ses figurines. Et là, on est en 2025 et l'AEW, de ce que je sache, est toujours en attente de faire le moindre impact dans l'industrie du catch. Parce que le seul truc positif que tu peux dire par rapport à l'AEW, c'est le fait que ça a donné des jobs à beaucoup de gens et que ça les a permis d'avoir une plateforme où ils peuvent faire leur match et puis aller à la WWE. Jet Cargill, Cody Rhodes, Mariame ou aka Blake Monroe, bref. Tous ces catcheurs qui ont utilisé la AEW comme un piédestal pour rejoindre la WWE. Et bref, c'est un point où genre le produit de la AEW il devient quasi à peine regardable en fait. Genre le dernier épisode de Dynamite, en fait, je l'ai à peine regardé. Genre, j'avais vu le segment là avec MJF qui revient, les gens sont en mode oh MJF, MJF, je suis en mode attends, le gars il a perdu contre Mark Briscoe, il s'est fait émasculer par Shelton Benjamin, MVP et Bobby Lashley, je suis en mode on est censé prétendre que rien de tout ça s'est arrivé en fait. Genre le fait que même si la WWE est légèrement moins pire que la WWE, ça rend pas de ça en fait quelque chose de bon pour autant en fait. C'est ça que je déteste avec cette notion de parce que la W essaye en fait faut les supporter en fait. Non, moi je supporte quelque chose que je trouve bon en fait. Après si tu trouves bon la W super pour toi. Moi dans ma mentalité, moi dans ma manière de voir les choses, je n'aime pas la W pour le produit qu'il présente là maintenant. J'aimais un peu mieux la période où Adam Page était dans son arc, où il était ce fou psychopathe qui voulait se venger de Swerve Strickland, ça c'était assez intéressant. Mais là maintenant c'est juste regardable en fait. Genre les choses qu'ils mettent de soi-disant entre guillemets intéressant, c'est le Continental Classic qui m'embarque pas trop en fait. Il y a quelque chose d'assez intéressant vu que genre de ce que je vois en fait il y a Kevin Knight qui commence à avoir des grosses victoires genre en
ayant une victoire clean sur Darby Allin et en rivant les épaules de Okada. Donc ça va peut-être mener à un push de Kevin Knight. Bon, j'y crois pas trop, hein. Je pense pas qu'il va aller en finale, mais ça peut mener peut-être à un push long terme sur Kevin Knight. Surtout que, en fait, ce qu'il y a de bien avec l'AEW, je vais quand même dire quelque chose de bien de l'AEW là, c'est que quand quelqu'un se blesse à l'AEW, en fait, une autre personne peut clairement en bénéficier. Par exemple, le push de Kevin Knight, en fait, le fait qu'il soit de manière assez consistante à la télé, en fait, tout est résultat, en fait, du fait que Jay White s'était blessé et du coup, Kevin Knight a pris sa place et il a affronté Will Ospreay dans le Owen Hart Tournament. Et du coup, ça a mené, en fait, à Kevin Knight à avoir une assez bonne exposition à la télé à la W. Alors que si c'était la WWE, si t'avais un Seth Rollins qui se blessait, hein, t'aurais juste Braun Breaker qui tient le titre comme un golemon puis qu'il redonne à Adam Pearce. Puis après, Braun Breaker se fait totalement oublier et ils mettent le titre sur quelqu'un de déjà établi comme un certain CM Punk. Rien que pour attendre le fait que Seth Rollins revienne et qu'il continue son programme avec CM Punk. Mais du coup, c'est à peu près le seul truc un petit peu positif que j'ai à dire de la AEW. Et le Continental Classic, il ne m'embarque pas vraiment en fait, parce que genre c'est un championnat mid-card. C'est un championnat que Okada défend durant toute l'année en fait, et qui est même pas présenté comme un championnat du monde. Et genre, d'un coup d'un seul, il est défendu dans un tournoi où genre il y a 16 personnes qui concourent dedans en fait. Genre, pourquoi? Mais bref, aussi, il y a un autre truc qui est assez intéressant à noter, c'est la descente aux enfers de Mercedes Moné, si tu peux appeler ça une storyline, bref. Mercedes Moné, elle a perdu un titre comme ça, de Ring of Honor TV, face à une meuf comme ça, Ring of Honor, je pense que ça s'appelle Red Velvet, bref. Elle a perdu un de ses titres face à elle, et maintenant elle est dans une descente aux enfers où elle perd tous ses titres d'un coup d'un seul. Et j'ai déjà un problème avec ça, en fait, c'est de se demander, en fait, pourquoi d'un coup d'un seul elle perd sans aucune raison, en fait. Genre, d'un coup elle est forte, puis après d'un coup d'un seul, sans aucune explication réelle, elle commence à perdre tous ses titres, en fait. Hein? Genre, c'est des choses qui doivent être nuancées, en fait. Le fait que Mercedes Moné soit juste arrogante, en fait, elle a été arrogante pendant l'entièreté de son run à la AEW. Donc ça ne peut pas être l'explication. Donc quelque chose doit être vraiment fait de manière claire pour qu'on comprenne que Mercedes Moné est dans une phase où elle perd les titres et qu'elle est vulnérable en fait. Mais bon, là c'est fait de manière très pauvre, donc la AEW va juste faire cette storyline et les gens seront en mode ah super, c'est la descente aux enfers de Mercedes Moné. Ouais, c'est pas fait de manière explicite, hein, franchement, mais voilà quoi. Ouais, bah, c'est à peu près toutes les choses intéressantes qu'il y avait à dire en fait hein, à la AEW. Ah ouais, le Death Rider, John Moxley qui, à n'importe quel moment, peut se faire tourner le dos par sa stable, qui en a à foutre. Franchement, qui en a à foutre. Mais bref, c'est tout ce que ZOG avait à dire. ZOG vous dit de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et ZOG vous dit à plus tard. Bref.